Au cœur du parc national des Vosges du Sud, là où les pins S étirent vers un ciel souvent gris, un phénomène géologique insolite attendait d'être révélé. Ce N n'était pas une simple roche, ni même un vestige archéologique, mais un arbre, figé dans le temps, transformé en pierre, dont la silhouette noueuse racontait une histoire bien plus sombre. Son apparence, à la fois majestueuse et macabre, détonnait au milieu de la forêt verdoyante, comme un monument érigé par le destin pour un événement tragique. Il se tenait là, silencieux et impénétrable, défiant les lois de la nature et le temps lui-même, promettant de détenir des secrets que personne n'aurait pu imaginer. Ce géant minéral, oublié des cartes et des hommes, allait bientôt briser son silence, non pas par un murmure, mais par une révélation fracassante, qui allait réécrire le passé et bouleverser des vies entières. Sa présence énigmatique était une anomalie, une cicatrice figée dans le paysage, attendant patiemment d'être découverte pour dévoiler sa terrible vérité. Nous sommes en 2004. 9 ans étaient écoulés depuis l'incendie dévastateur qui avait ravagé des milliers d'hectares, laissant derrière lui une cicatrice béante dans le paysage. Loin des sentiers battus, dans une zone si reculée qu'elle échappait même aux cartes les plus détaillées, une équipe de géologues de l'Université de Strasbourg menait une étude de terrain de routine sur la composition du sol post-incendie. Le professeur Émile Renard, un homme méticuleux aux lunettes épaisses, et son assistante, Clara Dubois, s'aventuraient là où peu de scientifiques étaient risqués, équipés de leurs marteaux géologiques et de leurs carnets. C'est au détour d'un ravin escarpé, à l'ombre d'une paroi rocheuse encore noircie par le brasier d'antan, qu'ils firent la rencontre de cet arbre pétrifié. Sa singularité était frappante, son existence même un mystère, car les conditions de sa fossilisation semblaient défier toute explication conventionnelle, le rendant d'autant plus intrigant aux yeux des experts. La découverte de cet arbre minéralisé déclencha une curiosité scientifique intense. Le professeur Renard, avec une prudence quasi révérencieuse, commença à examiner l'être, écorce rugueuse, ses doigts glissant sur la surface froide et dure. Ce N n'était pas un simple fossile millénaire. Son aspect suggérait une pétrification bien plus récente, presque impossible à croire. En tapotant doucement une fissure profonde avec son marteau, un son creux et inhabituel résonna, différent de l'aile, écho attendu de la pierre. Clara s'approcha, ses yeux perçants balayant chaque détail. Une odeur subtile, âcre et métallique, émanait de l'une des cavités, piquant l'odorat de manière étrange, laissant planer un malaise diffus. L'arbre, en apparence inerte, semblait murmurer des secrets, des indices troublants, qui défiaient la logique scientifique. Sa structure pétrifiée, silencieuse depuis des années, était sur le point de révéler ce qu'elle avait conservé, bien au-delà de la pierre, un secret qu'elle avait gardé précieusement. Avec des outils délicats, les géologues parvinrent à élargir l'une des fissures les plus prometteuses. Ce qu'ils y découvrirent glaça leur sang. Ce N n'était pas une formation minérale, ni un fragment de bois ancien. Au fond de la cavité, incrusté dans la roche, se trouvait un petit morceau de tissu bleu foncé, d'une texture robuste et familière. Le professeur Renard le sortit avec précaution, ses mains tremblantes. À côté, un insigne métallique, à peine corrodé, portait les armoiries du parc national. Il n'y avait aucun doute possible. Il s'agissait d'un fragment d'uniforme de garde forestier. L'horreur se lisait sur leur visage, alors qu'ils réalisaient l'implication. Comment un tel objet avait-il pu être emprisonné à l'intérieur d'un arbre pétrifié, dans une zone si reculée? Était une anomalie flagrante, une preuve matérielle qui défiait toute explication naturelle, transformant une découverte scientifique en une scène de crime potentiel, un mystère insondable. La date de 1995 résonna instantanément dans leurs esprits. Cette année-là, le parc national des Vosges du Sud avait été le théâtre d'un des incendies les plus dévastateurs de son histoire. Des semaines durant, les flammes avaient dévoré la forêt, laissant derrière elles un paysage de cendres et de désolation. Mais au-delà de la catastrophe écologique, cet événement avait été marqué par une tragédie humaine. La disparition inexpliquée de 2 gardes forestiers, Antoine et Julien, partis en patrouille et jamais revenus. Leurs corps n'avaient jamais été retrouvés, et l'enquête officielle avait conclu à leur mort accidentelle, emportée par le brasier infernal. Pourtant, la découverte de cet uniforme, 9 ans plus tard, dans un arbre pétrifié, remettait en question l'intégralité de cette conclusion. L'objet, si intimement lié à leur profession, semblait crier une vérité différente, une histoire enterrée sous les cendres du temps et du doute, attendant patiemment d'être exhumée. L'incendie de 1995 avait été d'une ampleur colossale, une bête de feu qui avait échappé à tout contrôle. Les autorités,
débordé par la tâche immense de contenir le brasier et de gérer les conséquences, avait rapidement classé l'affaire des gardes forestiers disparus comme une fatalité liée à la catastrophe. La pression était forte, les ressources limitées, et l'idée que 2 hommes dévoués aient pu être piégés par les flammes semblait une conclusion logique, quoique douloureuse. Les recherches avaient été intenses au début, mais la nature même du terrain dévasté, la chaleur persistante et l'immensité de la zone, avaient rendu toute tentative de retrouver des vestiges humains vaine. Avec le temps, le dossier avait été clos, rangé dans les archives poussiéreuses des affaires non résolues, laissant les familles dans une attente insupportable, sans sépulture, sans adieu, seulement le vide, et une douleur lancinante. Mais pour les proches d'Antoine et Julien, la conclusion officielle n'avait jamais suffi. Un doute tenace planait, une sensation lancinante que quelque chose d'essentiel avait été manqué, ou pire, délibérément ignoré. Comment 2 gardes forestiers expérimentés, connaissant la forêt comme leur poche, auraient-ils pu être aussi facilement submergés par les flammes, sans laisser la moindre trace? Les questions hantaient leur nuit, les transformant en veilles interminables. Étaient-ils morts sur le coup? Avaient-ils lutté? Ou y avait-il une raison plus sinistre, plus calculée, derrière leur disparition? L'incendie avait-il servi de voile, de couverture parfaite pour un acte bien plus sombre? Ces interrogations, restées sans réponse pendant près d'une décennie, avaient rongé les cœurs et les esprits, transformant l'absence en un fardeau quotidien, une plaie ouverte qui refusait de cicatriser, attendant le moindre signe, la moindre preuve pour enfin connaître la vérité, et apaiser leur âme tourmentée, cherchant une paix qui leur avait été refusée. L'arbre pétrifié, découvert par hasard par des scientifiques loin de toute quête de justice, devint soudainement bien plus qu'une simple curiosité géologique. Il se mua en un témoin silencieux, une capsule temporelle figée, détenant entre ses fibres minéralisées les indices d'un drame que le temps et les flammes avaient tenté d'effacer. Chaque veine, chaque fissure, chaque fragment incrusté dans sa roche, semblait contenir un écho du passé, une parcelle de la vérité que tant de gens avaient cherché en vain. Il était le gardien involontaire d'un secret, un monument naturel érigé non pas par la main de l'homme, mais par les forces implacables de la nature, qui avait, contre toute attente, conservé la mémoire d'un événement violent. Ce géant de pierre, vestige d'un moment fatidique, était sur le point de parler, de révéler ce qu'il avait vu, de briser le silence assourdissant, qui avait entouré les disparitions d'Antoine et Julien pendant près de 10 ans, offrant un espoir inattendu. Mais que pouvait bien contenir cet arbre pétrifié, au-delà d'un simple fragment d'uniforme? Quelles autres preuves, quels autres secrets avait-il jalousement gardés en son sein? Sa découverte était-elle le fruit du pur hasard, ou le destin avait-il orchestré ce moment pour que la vérité éclate enfin au grand jour? Ce N était que le début d'une quête vertigineuse, une plongée dans les profondeurs d'un mystère enfoui sous les cendres et le silence. Car l'arbre ne contenait pas seulement des restes du passé, il portait en lui les marques d'une confrontation, d'un événement bien plus complexe qu'une simple tragédie naturelle. Ce qu'il allait révéler allait ébranler les fondations de cette vieille affaire, exposant une vérité que certains avaient désespérément cherché à dissimuler. Il était le premier domino d'une série de révélations, le point de départ d'une enquête qui allait défier le temps et la corruption, mais quel sombre secret allait-il enfin dévoiler? Au cœur du parc national des Vosges du Sud, là où les pins étirent vers un ciel souvent gris, un phénomène géologique insolite attendait d'être révélé. Ce N n'était pas une simple roche, ni même un vestige archéologique, mais un arbre, figé dans le temps, transformé en pierre, dont la silhouette noueuse racontait une histoire bien plus sombre. Son apparence, à la fois majestueuse et macabre, détonnait au milieu de la forêt verdoyante, comme un monument érigé par le destin pour un événement tragique. Il se tenait là, silencieux et impénétrable, défiant les lois de la nature et le temps lui-même, promettant de détenir des secrets que personne n'aurait pu imaginer. Ce géant minéral, oublié des cartes et des hommes, allait bientôt briser son silence, non pas par un murmure, mais par une révélation fracassante, qui allait réécrire le passé, et bouleverser des vies entières. Sa présence énigmatique était une anomalie, une cicatrice figée dans le paysage, attendant patiemment d'être découverte pour dévoiler sa terrible vérité. Nous sommes en 2004. 9 ans étaient écoulés depuis l'incendie dévastateur qui avait ravagé des milliers d'hectares, laissant derrière lui une cicatrice béante dans le paysage. Loin des sentiers battus, dans une zone si reculée qu'elle échappait même aux cartes les plus détaillées, une équipe de géologues de l'Université de Strasbourg menait une étude de terrain de routine sur la composition du sol post-incendie. Le professeur Émile Renard, un homme méticuleux aux lunettes épaisses, et son assistante, Clara Dubois, s'aventuraient là où peu de scientifiques
étaient risqués, équipés de leurs marteaux géologiques et de leurs carnets. C'est au détour d'un ravin escarpé, à l'ombre d'une paroi rocheuse encore noircie par le brasier d'antan, qu'ils firent la rencontre de cet arbre pétrifié. Sa singularité était frappante, son existence même un mystère, car les conditions de sa fossilisation semblaient défier toute explication conventionnelle, le rendant d'autant plus intrigant aux yeux des experts. La découverte de cet arbre minéralisé déclencha une curiosité scientifique intense. Le professeur Renard, avec une prudence quasi révérencieuse, commença à examiner écorce rugueuse, ses doigts glissant sur la surface froide et dure. Ce N n'était pas un simple fossile millénaire. Son aspect suggérait une pétrification bien plus récente, presque impossible à croire. En tapotant doucement une fissure profonde avec son marteau, un son creux et inhabituel résonna, différent de écho attendu de la pierre. Clara s'approcha, ses yeux perçants balayant chaque détail. Une odeur subtile, âcre et métallique, émanait de l'une des cavités, piquant l'odorat de manière étrange, laissant planer un malaise diffus. L'arbre, en apparence inerte, semblait murmurer des secrets, des indices troublants qui défiaient la logique scientifique. Sa structure pétrifiée, silencieuse depuis des années, était sur le point de révéler ce qu'elle avait conservé, bien au-delà de la pierre, un secret qu'elle avait gardé précieusement. Avec des outils délicats, les géologues parvinrent à élargir l'une des fissures les plus prometteuses. Ce qu'ils y découvrirent glaça leur sang. Ce N n'était pas une formation minérale, ni un fragment de bois ancien. Au fond de la cavité, incrusté dans la roche, se trouvait un petit morceau de tissu bleu foncé, d'une texture robuste et familière. Le professeur Renard le sortit avec précaution, ses mains tremblantes. À côté, un insigne métallique, à peine corrodé, portait les armoiries du parc national. Il n'y avait aucun doute possible. Il s'agissait d'un fragment d'uniforme de garde forestier. L'horreur se lisait sur leur visage, alors qu'ils réalisaient l'implication. Comment un tel objet avait-il pu être emprisonné à l'intérieur d'un arbre pétrifié, dans une zone si reculée? Était une anomalie flagrante, une preuve matérielle qui défiait toute explication naturelle, transformant une découverte scientifique en une scène de crime potentiel, un mystère insondable. La date de 1995 résonna instantanément dans leurs esprits. Cette année-là, le parc national des Vosges du Sud avait été le théâtre d'un des incendies les plus dévastateurs de son histoire. Des semaines durant, les flammes avaient dévoré la forêt, laissant derrière elles un paysage de cendres et de désolation. Mais au-delà de la catastrophe écologique, cet événement avait été marqué par une tragédie humaine. La disparition inexpliquée de 2 gardes forestiers, Antoine et Julien, partis en patrouille et jamais revenus. Leurs corps n'avaient jamais été retrouvés, et l'enquête officielle avait conclu à leur mort accidentelle, emportée par le brasier infernal. Pourtant la découverte de cet uniforme, 9 ans plus tard, dans un arbre pétrifié, remettait en question l'intégralité de cette conclusion. L'objet, si intimement lié à leur profession, semblait crier une vérité différente, une histoire enterrée sous les cendres du temps et du doute, attendant patiemment d'être exhumée. L'incendie de 1995 avait été d'une ampleur colossale, une bête de feu qui avait échappé à tout contrôle. Les autorités, débordées par la tâche immense de contenir le brasier et de gérer les conséquences, avaient rapidement classé l'affaire des gardes forestiers disparus comme une fatalité liée à la catastrophe. La pression était forte, les ressources limitées, et l'idée que 2 hommes dévoués aient pu être piégés par les flammes semblait une conclusion logique, quoique douloureuse. Les recherches avaient été intenses au début, mais la nature même du terrain dévasté, la chaleur persistante et l'immensité de la zone, avaient rendu toute tentative de retrouver des vestiges humains vaine. Avec le temps, le dossier avait été clos, rangé dans les archives poussiéreuses des affaires non résolues, laissant les familles dans une attente insupportable, sans sépulture, sans adieu, seulement le vide, et une douleur lancinante. Mais pour les proches d'Antoine et Julien, la conclusion officielle n'avait jamais suffi. Un doute tenace planait, une sensation lancinante que quelque chose d'essentiel avait été manqué, ou pire, délibérément ignoré. Comment 2 gardes forestiers expérimentés, connaissant la forêt comme leur poche, auraient-ils pu être aussi facilement submergés par les flammes, sans laisser la moindre trace? Les questions hantaient leur nuit, les transformant en veilles interminables. Étaient-ils morts sur le coup? Avaient-ils lutté? Ou y avait-il une raison plus sinistre, plus calculée, derrière leur disparition? L'incendie avait-il servi de voile, de couverture parfaite pour un acte bien plus sombre?
Ces interrogations, restées sans réponse pendant près d'une décennie, avaient rongé les cœurs et les esprits, transformant l'absence en un fardeau quotidien, une plaie ouverte qui refusait de cicatriser, attendant le moindre signe, la moindre preuve pour enfin connaître la vérité, et apaiser leur âme tourmentée, cherchant une paix qui leur avait été refusée. L'arbre pétrifié, découvert par hasard par des scientifiques loin de toute quête de justice, devint soudainement bien plus qu'une simple curiosité géologique. Il se mua en un témoin silencieux, une capsule temporelle figée, détenant entre ses fibres minéralisées les indices d'un drame, que le temps et les flammes avaient tenté d'effacer. Chaque veine, chaque fissure, chaque fragment incrusté dans sa roche, semblait contenir un écho du passé, une parcelle de la vérité que tant de gens avaient cherché en vain. Il était le gardien involontaire d'un secret, un monument naturel érigé non pas par la main de l'homme, mais par les forces implacables de la nature, qui avaient, contre toute attente, conservé la mémoire d'un événement violent. Ce géant de pierre, vestige d'un moment fatidique, était sur le point de parler, de révéler ce qu'il avait vu, de briser le silence assourdissant qui avait entouré les disparitions d'Antoine et Julien pendant près de 10 ans, offrant un espoir inattendu. Mais que pouvait bien contenir cet arbre pétrifié, au-delà d'un simple fragment d'uniforme? Quelles autres preuves, quels autres secrets, avait-il jalousement gardés en son sein? Sa découverte était-elle le fruit du pur hasard, ou le destin avait-il orchestré ce moment pour que la vérité éclate enfin au grand jour? Ce N était que le début d'une quête vertigineuse, une plongée dans les profondeurs d'un mystère enfoui sous les cendres et le silence. Car l'arbre ne contenait pas seulement des restes du passé, il portait en lui les marques d'une confrontation, d'un événement bien plus complexe qu'une simple tragédie naturelle. Ce qu'il allait révéler allait ébranler les fondations de cette vieille affaire, exposant une vérité que certains avaient désespérément cherché à dissimuler. Il était le premier domino d'une série de révélations, le point de départ d'une enquête qui allait défier le temps et la corruption, mais quel sombre secret allait-il enfin dévoiler? Léa, assise devant son écran d'ordinateur, les doigts figés sur le clavier, relut l'article pour la 5e fois, la date de publication, 2004. L'information était passée inaperçue à l'époque, noyée dans le flot incessant des nouvelles, ou peut-être avait-elle été trop jeune, trop dévastée par son propre chagrin pour y prêter attention. Mais maintenant en 2024, ces mots résonnaient avec une force inouïe. Arbre pétrifié, fragment d'uniforme de garde forestier. Parc national des Vosges du Sud. Chaque syllabe était un coup de marteau sur le mur qu'elle avait érigé autour de son cœur pour survivre à l'absence. Son père, Antoine, disparu dans les flammes de 1995, avait toujours été une plaie ouverte, une énigme sans réponse qui avait empoisonné chaque instant de sa vie, chaque fête de famille, chaque Noël. Cette découverte, si ancienne soit-elle, venait de rouvrir la blessure avec une brutalité insoutenable, mais aussi, étrangement, avec une lueur d'espoir. Pendant près de 30 ans, Léa avait vécu avec le fantôme de son père. Son visage, ses rires, ses histoires sur la forêt, tout était gravé dans sa mémoire. Mais l'absence physique, l'incertitude de son sort, avait créé un vide abyssal. La conclusion officielle, mort accidentelle, emportée par le brasier infernal, n'avait jamais été qu'un pansement sur une hémorragie. Comment un homme aussi expérimenté, connaissant chaque recoin de ce parc, comme sa propre poche, aurait-il pu disparaître sans laisser la moindre trace, pas même un os, une montre, un vestige personnel? La famille avait été forcée d'accepter l'inacceptable, de faire le deuil sans corps, sans adieu, une torture silencieuse, qui avait lentement érodé leur paix. Chaque année, à l'approche de la date anniversaire de l'incendie, une chape de plomb s'abattait sur la maison, rappelant à tous la tragédie inachevée. Alors que ses yeux parcouraient les lignes décrivant l'insigne métallique à peine corrodé et le morceau de tissu bleu foncé, une vague de nausée la submergea, suivie d'une décharge d'adrénaline pure. Était l'uniforme. L'uniforme de son père, ou de Julien, son collègue. Une preuve concrète, tangible, qui défiait le temps et la logique. Comment cet arbre avait-il pu engloutir et préserver ces objets? Était un phénomène si improbable, si défiant, qu'il en devenait presque surnaturel. Son cœur battait la chamade, ses mains moites tremblaient. La douleur de l'incertitude, si longtemps contenue, menaçait de déborder, mais elle était étrangement accompagnée d'une excitation fébrile. Était un signe. Un appel du passé, une voix étouffée par les flammes et le silence, qui venait de briser près de 3 décennies de mutisme. Cette découverte, vieille de 20 ans, et pourtant si nouvelle pour elle, était comme une bouée lancée au milieu d'un océan de désespoir. Elle avait toujours senti, au plus profond d'elle-même,
que l'histoire officielle cachait quelque chose. Une intuition viscérale, nourrie par les murmures de sa mère, et les regards fuyants de certains anciens collègues de son père. L'arbre pétrifié, ce géant minéral sorti de nulle part, devenait un symbole puissant, un gardien involontaire de la vérité. Il n'était pas un simple fossile, il était le témoin silencieux d'un drame, le coffre-fort d'un secret qu'il avait jalousement gardé, attendant le bon moment, la bonne personne pour le libérer. Léa sentit une force inattendue l'envahir, une détermination farouche qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, alimentée par la perspective de enfin fermer ce chapitre douloureux. « Je dois savoir », murmura Léa à voix haute, sa voix rauque de l'émotion. « Je dois savoir ce qui s'est passé. » Ce n'était pas une simple curiosité, mais une promesse solennelle, faite à elle-même, à son père, et à sa famille. Elle ne pouvait plus vivre avec cette incertitude lancinante, cette absence de clôture. Si cet arbre contenait des indices, si des fragments de la vérité étaient emprisonnés dans sa pierre, alors elle les déterrerait. Peu importait le temps que cela prendrait, les obstacles qu'elle rencontrerait, ou les personnes qu'elle devrait affronter. Le poids de ces 30 années de douleur et de questions sans réponse se transformait désormais en un moteur puissant, une quête irrépressible qui allait la consumer jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette sombre affaire. Elle ferma les yeux, essayant d'imaginer la scène, l'incendie, le chaos, la fumée âcre. Et au milieu de tout ça, son père, Antoine et Julien. Que faisaient-ils près de cet arbre? Pourquoi y avait-il des fragments de leur uniforme incrustés dans sa roche? L'image de l'arbre, telle que décrite dans l'article, se formait dans son esprit, noueux, sombre, macabre. Un monument pétrifié au milieu de la forêt, témoin muet d'un événement violent. Elle sentit une froideur l'envahir, une angoisse grandissante. Ce n'était pas juste un accident de feu. C'était quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui avait été délibérément caché sous les cendres, et l'arbre, par un miracle géologique, avait refusé de garder ce secret pour toujours. Pendant des années, la douleur de la disparition de son père l'avait paralysé, la reléguant au rôle de victime silencieuse de la tragédie. Mais la découverte de cet arbre pétrifié, 20 ans après les faits initiaux, avait agi comme un électrochoc. La passivité était plus une option. La tristesse se muait en une colère froide, une détermination implacable. Elle ne serait plus l'enfant qui pleure son père disparu. Elle serait la femme qui déterre la vérité, qui donne une voix à ceux que le temps et la corruption avaient tenté de faire taire. Cette nouvelle avait rallumé une flamme en elle, une flamme de justice qui allait éclairer sur un chemin long et incertain, mais qu'elle était désormais prête à parcourir, coûte que coûte, sans jamais regarder en arrière. L'histoire de cet arbre, de ce qu'il contenait, était pas seulement celle d'une anomalie géologique. C'était l'histoire d'une vie brisée, d'une famille déchirée, et d'une vérité enfouie. Léa le savait au fond d'elle-même. Ce fragment d'uniforme, était qu'un début. L'arbre, ce gardien silencieux du passé, allait révéler bien plus. Des secrets. Des noms. Des motivations. La promesse implicite de cette découverte était que le voile serait enfin levé sur ce qui était réellement passé, ce jour funeste de 1995. Ce était plus une simple disparition due à un incendie. Était un mystère complexe, une énigme que la nature elle-même avait décidé de résoudre, en offrant ses propres preuves, gravées dans la pierre, défiant l'oubli et le temps. Sans hésitation, Léa prit son téléphone. Elle devait contacter les géologues mentionnés dans l'article, retrouver les archives, comprendre pourquoi cette découverte n'avait pas mené à une réouverture de l'enquête à l'époque. Chaque fibre de son être était tendue vers un unique objectif, percer le mystère de l'arbre pétrifié, et, à travers lui, celui de la disparition de son père. Elle sentait le poids de l'histoire sur ses épaules, mais aussi la force de la justice. Le chemin serait ardu, semé d'embûches, mais l'image de son père, son sourire, la poussait en avant. Le destin avait mis cet arbre sur sa route, et elle ne laisserait pas passer cette chance. L'heure de la vérité avait sonné, et elle serait l'instrument de cette révélation, quoi qu'il en coûte. Le fardeau de l'incertitude avait été un compagnon constant pour Léa, une ombre lourde qui avait plané sur chaque joie, chaque succès. Mais cette ombre était désormais éclairée par une lueur nouvelle, un espoir inattendu. Elle ne savait pas encore l'ampleur des révélations que l'arbre pétrifié allait livrer, ni les dangers qu'elle devrait affronter, en remuant un passé que certains avaient désespérément cherché à enterrer. Mais une chose était certaine, elle ne reculerait pas. Chaque battement de son cœur, chaque pensée, était désormais dédié à cette quête. Elle devait cette vérité à son père, à Julien, à sa famille, et à elle-même.
Les flammes de 1995 avaient peut-être consumé le corps, mais elles n'avaient pas pu effacer la vérité, et l'arbre en était la preuve, irréfutable. La découverte de cet arbre pétrifié N n'était pas un simple fait divers. C était la clé d'un passé douloureux, une porte vers des secrets que l'on croyait à jamais enfouis. Léa le savait. Le mystère entourant la disparition d'Antoine et Julien allait bien au-delà d'un tragique accident de forêt. L'arbre, avec son fragment d'uniforme et son insigne, était le premier domino d'une série de révélations qui allaient ébranler les fondations de cette vieille affaire et exposer une vérité terrifiante. C était le début d'une enquête qui allait défier le temps et la corruption, mais quel sombre secret allait-il enfin dévoiler, et à quel prix pour Léa? Mais cela, N, était que le début de ce qui allait se révéler. Si cette histoire vous captive autant que nous, montrez-le nous. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Et dites-nous en commentaire, d'où nous regardez-vous, et vous, que feriez-vous dans une situation pareille? Pensez-vous que vous auriez le courage de supporter tant d'incertitudes, de douleurs, et la perspective de devoir affronter une vérité aussi lourde? Au cœur du majestueux parc national des Vosges du Sud, Antoine et Julien incarnaient le Toul, âme même de cette nature sauvage, des gardiens dévoués, dont la passion pour la forêt était aussi profonde que les racines des arbres centenaires qu'ils protégeaient. Antoine, le père de Léa, était un homme d'une sagesse tranquille, ses yeux bleus perçants scrutant chaque recoin boisé, connaissant chaque sentier, chaque murmure du vent à travers les pins. Julien, son collègue et ami de longue date, était plus impétueux, animé par une énergie inépuisable, et une soif de justice inébranlable. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, leur lien forgé par des années de patrouille commune, et un engagement sans faille envers la préservation de cet écosystème fragile. Une véritable symbiose, avec le milieu qu'ils avaient juré de défendre, loin des yeux du grand public. Cependant, l'idée d'équilibre paisible du parc était de plus en plus menacée par l'ombre grandissante de Monsieur Dubois, un magnat local, dont l'empire S étendait de l'exploitation forestière au développement immobilier, enveloppant la région dans un réseau complexe d'intérêts et d'ambitions. Dubois, un homme d'une soixantaine d'années à l'apparence respectable, cachait sous un vernis de philanthropie une âme implacable et sans scrupules, capable de tout pour protéger et étendre ses vastes entreprises. Sa corporation, un mastodonte économique, avait jeté son dévolu sur les ressources du parc, et ses activités, souvent à la limite de la légalité, commençaient à éroder la patience des gardes forestiers, qui voyaient leur sanctuaire naturel se transformer peu à peu en un simple terrain de jeu pour des intérêts financiers. Antoine et Julien, bien plus que de simples patrouilleurs, étaient de véritables enquêteurs de la nature, leur sens aiguisé par des années d'observation. Ils avaient commencé à documenter méticuleusement des activités illégales massives, des coupes d'arbres non autorisées, des déversements de déchets toxiques dans les cours d'eau souterrains, des contournements flagrants des réglementations environnementales. Chaque découverte, chaque échantillon de sol contaminé, chaque arbre abattu illégalement, était consigné avec une précision quasi obsessionnelle dans leur carnet, transformant leur ronde quotidienne en une véritable mission de renseignement. Ils savaient que ces preuves accablantes étaient la seule arme qu'ils possédaient contre la puissance financière et politique de l'Empire du Bois, et ils étaient déterminés à l'utiliser, peu importe les risques encourus. La tension montait à chaque nouvelle découverte. Des menaces subtiles avaient commencé à planer sur Antoine et Julien. Des avertissements voilés prononcés par des visages inconnus rôdant aux abords du parc, des appels téléphoniques anonymes perturbant leur nuit. Les deux hommes, bien que courageux, sentaient le poids de cette opposition grandir, une pression insidieuse qui transformait leur quotidien en une veille constante. Ils savaient qu'ils marchaient sur des œufs, que leurs investigations les menaient vers des sphères dangereuses, où l'argent et le pouvoir régnaient en maître absolu. Leurs épouses, leurs familles, commençaient à percevoir cette anxiété, cette ombre qui s'allongeait sur leur vie, sans pour autant en connaître l'ampleur exacte. C'est dans ce climat de danger croissant qu'Antoine et Julien prirent une décision capitale. Ils allaient déposer une plainte formelle auprès des autorités supérieures. Une action qui, ils l'espéraient, allait enfin déclencher une enquête d'envergure contre les agissements de Monsieur Dubois. Ils avaient accumulé des preuves irréfutables, des photos datées, des coordonnées GPS, précises des zones de déforestation, des analyses de sol et d'eau, montrant des niveaux alarmants de contamination. Ce dossier, méticuleusement préparé, était leur ultime recours, le fruit de mois de travail acharné, et de risques calculés. Ils croyaient en la justice, en la possibilité que la vérité puisse enfin éclater, même face à une adversité aussi colossale, et apparemment inébranlable. Le parc national des Vosges du Sud, habituellement un havre de paix,
était devenu un théâtre silencieux d'une confrontation invisible. Été 1995, avait été particulièrement sec, transformant la forêt en un baril de poudre, chaque brindille desséchée, chaque feuille morte, attendant la moindre étincelle pour s'embraser. Ce risque naturel, bien connu des gardes forestiers, ajoutait une couche supplémentaire d'appréhension à leur patrouille. Mais au-delà de la menace des flammes, planait une atmosphère chargée d'une tension plus sombre, une sensation que quelque chose de bien plus sinistre que la simple sécheresse était en train de se préparer dans l'ombre des conifères, une menace humaine, qui se profilait à l'horizon. La camaraderie entre Antoine et Julien était une force inestimable face à cette adversité. Ils partageaient non seulement le poids de leur mission, mais aussi les doutes, les peurs, et la détermination inébranlable de voir leur travail aboutir. Leurs discussions nocturnes, leurs plans élaborés pour piéger les coupables, renforçaient leur conviction que ce qu'ils faisaient était essentiel, non seulement pour le parc, mais pour la justice elle-même. Ils étaient les derniers remparts avant que les intérêts financiers ne dévorent irrémédiablement la beauté et l'intégrité de la forêt, et ils étaient prêts à tout sacrifier pour cette cause. Un engagement mutuel qui les liait au-delà de la simple amitié, une véritable fraternité d'armes. Le moment de la confrontation finale approchait. Antoine et Julien avaient prévu une réunion secrète avec un informateur clé qui devait leur livrer des preuves définitives, le coup de grâce qui scellerait le dossier contre Monsieur Dubois. Cette rencontre devait avoir lieu dans une zone reculée du parc, loin des regards indiscrets, un lieu qui, ironiquement, allait bientôt devenir le cœur d'un brasier infernal. La précarité de la situation était palpable. Le destin du parc, et peut-être le leur, reposait sur cette ultime manœuvre. L'incendie de 1995, qui allait dévaster des milliers d'hectares, était sur le point d'éclater, mais allait-il être un simple accident, ou le rideau de fumée parfait pour dissimuler un acte bien plus odieux? Au cœur du majestueux parc national des Vosges du Sud, Antoine et Julien incarnaient l'Ilia, âme même de cette nature sauvage, des gardiens dévoués dont la passion pour la forêt était aussi profonde que les racines des arbres centenaires qu'ils protégeaient. Antoine, le père de Léa, était un homme d'une sagesse tranquille, ses yeux bleus perçants scrutant chaque recoin boisé, connaissant chaque sentier, chaque murmure du vent à travers les pins. Julien, son collègue et ami de longue date, était plus impétueux, animé par une énergie inépuisable et une soif de justice inébranlable. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, leur lien forgé par des années de patrouille commune, et un engagement sans faille envers la préservation de cet écosystème fragile, une véritable symbiose avec le milieu qu'ils avaient juré de défendre, loin des yeux du grand public, et des intérêts qui commençaient à le menacer, inconscients du drame qui les attendait. Cependant, l'équilibre paisible du parc était de plus en plus menacé par l'ombre grandissante de Monsieur Dubois, un magnat local dont l'empire étendait de l'exploitation forestière au développement immobilier, enveloppant la région dans un réseau complexe d'intérêts et d'ambitions. Dubois, un homme d'une soixantaine d'années à l'apparence respectable, cachait sous un vernis de philanthropie une âme implacable et sans scrupules, capable de tout pour protéger et étendre ses vastes entreprises. Sa corporation, un mastodonte économique, avait jeté son dévolu sur les ressources du parc, et ses activités, souvent à la limite de la légalité, commençaient à éroder la patience des gardes forestiers, qui voyaient leur sanctuaire naturel se transformer peu à peu en un simple terrain de jeu, pour des intérêts financiers voraces, prêts à dévorer la forêt sans remords, ni considération pour l'environnement ou les lois en vigueur. Antoine et Julien, bien plus que de simples patrouilleurs, étaient de véritables enquêteurs de la nature. Leur sens aiguisé par des années d'observation, et une compréhension intime des subtilités de leur territoire. Ils avaient commencé à documenter méticuleusement des activités illégales massives. Des coupes d'arbres non autorisées. Des déversements de déchets toxiques dans les cours d'eau souterrains qui alimentaient la faune et la flore. Des contournements flagrants des réglementations environnementales les plus élémentaires. Chaque découverte, chaque échantillon de sol contaminé, chaque arbre abattu illégalement, était consigné avec une précision quasi obsessionnelle dans leur carnet, transformant leur ronde quotidienne en une véritable mission de renseignement. Ils savaient que ces preuves accablantes étaient la seule arme qu'ils possédaient contre la puissance financière et politique de l'Empire du Bois, et ils étaient déterminés à l'utiliser, peu importe les risques encourus, pour protéger ce qu'ils aimaient. La tension montait à chaque nouvelle découverte, palpable comme l'air avant un orage. Des menaces subtiles avaient commencé à planer sur Antoine et Julien, des avertissements voilés prononcés par des visages inconnus rôdant aux abords du parc, des appels téléphoniques anonymes, perturbant leur nuit de repos pourtant si méritée. Les deux hommes,
bien que courageux et habitué aux dangers de la forêt, sentaient le poids de cette opposition grandir, une pression insidieuse qui transformait leur quotidien en une veille constante, chaque ombre, chaque bruit, devenant une source d'inquiétude. Ils savaient qu'ils marchaient sur des œufs, que leurs investigations les menaient vers des sphères dangereuses, où l'argent et le pouvoir régnaient en maître absolu, capables d'écraser quiconque se mettrait en travers de leur chemin, sans aucune pitié ni remords. C'est dans ce climat de danger croissant, qu'Antoine et Julien prirent une décision capitale, une ligne rouge qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ils allaient déposer une plainte formelle auprès des autorités supérieures, une action qui, ils l'espéraient, allait enfin déclencher une enquête d'envergure contre les agissements de M. Dubois. Ils avaient accumulé des preuves irréfutables. Des photos datées des zones dévastées, des coordonnées GPS précises des coupes illégales, des analyses de sol et d'eau, montrant des niveaux alarmants de contamination bien au-delà des normes tolérées. Ce dossier, méticuleusement préparé, était leur ultime recours, le fruit de mois de travail acharné et de risques calculés. Ils croyaient en la justice, en la possibilité que la vérité puisse enfin éclater, même face à une adversité aussi colossale, et apparemment inébranlable, portée par l'espoir d'un monde meilleur. Le parc national des Vosges du Sud, habituellement un havre de paix, était devenu un théâtre silencieux d'une confrontation invisible, tendue et lourde de menaces. Été 1995, avait été particulièrement sec, transformant la forêt en un baril de poudre, chaque brindille desséchée, chaque feuille morte, attendant la moindre étincelle pour s'embraser dans un chaos incontrôlable. Ce risque naturel, bien connu des gardes forestiers qui veillaient inlassablement, ajoutait une couche supplémentaire d'appréhension à leur patrouille quotidienne, transformant chaque pas en une vigilance accrue. Mais au-delà de la menace des flammes, planait une atmosphère chargée d'une tension plus sombre, une sensation que quelque chose de bien plus sinistre que la simple sécheresse était en train de se préparer dans l'ombre des conifères. Une menace humaine qui se profilait à l'horizon, bien plus dangereuse que n'importe quel feu de forêt. La camaraderie entre Antoine et Julien était une force inestimable face à cette adversité grandissante, un rempart émotionnel contre la peur et l'incertitude. Ils partageaient non seulement le poids de leur mission, mais aussi les doutes, les peurs les plus profondes, et la détermination inébranlable de voir leur travail aboutir à la justice. Leurs discussions nocturnes, leurs plans élaborés pour piéger les coupables et exposer leurs méfaits, renforçaient leur conviction que ce qu'ils faisaient était essentiel, non seulement pour la survie du parc et sa biodiversité, mais aussi pour la justice elle-même, pour que les puissants ne puissent pas impunément détruire la nature. Ils étaient les derniers remparts avant que les intérêts financiers ne dévorent irrémédiablement la beauté et l'intégrité de la forêt, et ils étaient prêts à tout sacrifier pour cette cause, un engagement mutuel qui les liait au-delà de la simple amitié, une véritable fraternité d'armes, prête à affronter l'inconnu. Le moment de la confrontation finale approchait, l'air vibrant d'une tension presque insoutenable. Antoine et Julien avaient prévu une réunion secrète avec un informateur clé qui devait leur livrer des preuves définitives, le coup de grâce qui scellerait le dossier contre M. Dubois et son réseau de corruption. Cette rencontre devait avoir lieu dans une zone reculée du parc, loin des regards indiscrets et des oreilles indiscrètes, un lieu qui, ironiquement, allait bientôt devenir le cœur d'un brasier infernal. La précarité de la situation était palpable. Le destin du parc, et peut-être le leur, reposait sur cette ultime manœuvre désespérée. L'incendie de 1995, qui allait dévaster des milliers d'hectares, était sur le point d'éclater, mais allait-il être un simple accident tragique, ou le rideau de fumée parfait pour dissimuler un acte bien plus odieux, un crime prémédité? *** 4. Première découverte ***. Poussée par une détermination inébranlable, Léa contacta d'abord l'université de Strasbourg, cherchant le professeur Émile Renard, le géologue mentionné dans l'article de 2004. Ses mains tremblaient en composant le numéro, le souvenir du fragment d'uniforme bleu obsédant son esprit. Elle expliqua son lien avec l'affaire, sa voix empreinte d'une émotion contenue, détaillant l'impact que cette vieille nouvelle avait eu sur elle, 20 ans plus tard. Le professeur, d'abord surpris par cet appel si tardif, écouta attentivement le récit de Léa, percevant la profondeur de sa quête. Il reconnut le poids de l'incertitude qui pesait sur sa famille depuis si longtemps, et malgré le temps écoulé, il accepta de revoir les dossiers de leur découverte, sentant que cette femme portait en elle une urgence, qui transcendait la simple curiosité scientifique. C'était le premier pas concret, une lueur ténue dans l'obscurité d'un passé figé. Après cette première avancée, Léa se tourna vers une figure clé du passé, l'inspecteur Bernard. Retraité, le détective vivait désormais une vie paisible.
Mais le poids de l'affaire non résolue des gardes forestiers avait toujours été une épine dans son pied, une tache sombre sur sa carrière. Lorsque Léa le contacta, évoquant l'arbre pétrifié et le fragment d'uniforme, une étincelle de son ancien zèle se ralluma dans ses yeux fatigués. Initialement sceptique quant à la possibilité de rouvrir un dossier classé depuis si longtemps, il fut touché par la passion et la douleur de Léa. Il se rappela les pressions politiques qui avaient écourté son enquête à Hailey, époque, les questions restaient sans réponse. Léa, avec sa ténacité, le convainquit que cette nouvelle preuve, aussi improbable soit-elle, méritait être explorée, offrant une chance de rédemption pour eux deux. Leur première rencontre eut lieu dans un café discret, l'odeur du café fort, se mêlant à l'amertume des souvenirs. Sur la table, Bernard avait étalé les maigres dossiers de 1995, rapport de police succinct, témoignages fragmentaires, et la conclusion officielle accablante, de mort accidentelle due à l'incendie. Léa, les yeux rivés sur ces documents jaunis, sentit une colère froide monter en elle. L'inspecteur pointa du doigt des incohérences mineures, des pistes inexplorées, des zones du parc qui n'avaient jamais été fouillées correctement, en raison de la chaleur intense et de la dangerosité du terrain. On nous a dit de clore le dossier, murmura Bernard, sa voix lourde de regret. La priorité était de maîtriser le brasier, pas de chercher des fantômes. Mais je n'ai jamais été tranquille avec ça. Le cœur de leur nouvelle enquête reposait sur l'arbre pétrifié lui-même. Le professeur Renard, intrigué par la détermination de Léa et la singularité de la découverte, avait conservé des échantillons et des photographies détaillées. Léa et Bernard comprirent que cet arbre N n'était pas un simple témoin, mais une scène de crime figée dans le temps. Ils décidèrent de demander une analyse médico-légale avancée, allant au-delà de la simple géologie. L'objectif était clair, sonder chaque fibre, chaque strate, chaque cavité de ce monument de pierre, pour y déceler les micropreuves que l'incendie et le temps n'avaient pas pu effacer. Était leur meilleure chance de comprendre les circonstances exactes de la disparition d'Antoine et Julien, de donner enfin une voix à cette pierre silencieuse. Les échantillons de l'arbre furent envoyés à un laboratoire spécialisé en sciences forensiques et géologiques, équipé des technologies les plus pointues. Des micro-CT scans révélèrent la structure interne avec une précision inégalée, tandis que des analyses chimiques cherchaient toute substance étrangère. Les experts travaillèrent avec une minutie extrême, sachant que chaque millimètre de roche pouvait contenir un indice crucial. La tension était palpable. Chaque jour d'attente était une éternité pour Léa, qui revivait les 30 années d'incertitude. Bernard, lui, scrutait les emails, espérant que la science apporterait enfin les réponses que la précipitation de 1995 avait niées, conscient que cette fois, l'arbre était leur seul et unique espoir. Les premiers résultats tombèrent, et ils furent stupéfiants. Non seulement l'analyse confirma la présence de microfragments organiques compatibles avec des tissus humains, un choc émotionnel pour Léa, une confirmation macabre, mais un détail glacia le sang des enquêteurs. Au fond d'une cavité près de l'endroit où le fragment d'uniforme avait été trouvé, les scanners révélèrent une fine couche de résidus métalliques, non naturels, et des traces d'un accélérant de feu, anormalement concentré à cet endroit précis. Ce N n'était pas une simple coïncidence géologique. Était une marque, une signature, suggérant une intervention humaine violente. Le cœur de Léa rata un battement, la vérité, effrayante et insoutenable, commençait à émerger des profondeurs de la pierre. La révélation frappa Léa et Bernard comme un coup de poing. Ce N était donc pas un accident. Les gardes forestiers n'avaient pas été simplement emportés par les flammes. Ils avaient été attaqués. Ce résidu métallique, ces traces d'accélérant était la preuve irréfutable que quelqu'un d'autre était présent, que le feu avait servi de couverture. Léa sentit une vague de nausée, mêlée à une rage brûlante. Son père, était pas mort d'une fatalité, il avait été assassiné. Bernard, le visage blême, réalisa l'ampleur de l'erreur commise en 1995. Cette découverte ne rouvrait pas seulement un dossier, elle le transformait en une enquête criminelle de grande envergure, bien plus sombre que tout ce qu'il avait pu imaginer. Un crime prémédité et dissimulé avec une cruauté glaçante. Mais qui était cette tierce partie? Quel était ce métal étrange, et pourquoi avait-il été incrusté si profondément dans l'arbre pétrifié, aux côtés des vestiges des gardes forestiers? L'accélérant de feu indiquait une intention criminelle, une orchestration. L'arbre, ce témoin silencieux, avait conservé non seulement la tragédie, mais aussi les marques de l'agression, défiant l'oubli. Cette découverte, loin de clore le mystère, elle épaississait, le rendant plus sinistre et complexe.
Léa et Bernard savaient qu'ils venaient de gratter la surface d'une vérité effroyable, mais ce qu'ils découvriraient ensuite allait changer tout ce qu'ils croyaient savoir. Que cachait donc ce résidu, et qui était assez puissant pour étouffer une telle affaire pendant des décennies? Poussée par une détermination inébranlable, Léa contacta d'abord l'université de Strasbourg, cherchant le professeur Émile Renard, le géologue mentionné dans l'article de 2004. Ses mains tremblaient en composant le numéro, le souvenir du fragment d'uniforme bleu obsédant son esprit. Elle expliqua son lien avec l'affaire, sa voix empreinte d'une émotion contenue, détaillant l'impact que cette vieille nouvelle avait eu sur elle, 20 ans plus tard. Le professeur, d'abord surpris par cet appel si tardif, écouta attentivement le récit de Léa, percevant la profondeur de sa quête. Il reconnut le poids de l'incertitude qui pesait sur sa famille depuis si longtemps, et malgré le temps écoulé, il accepta de revoir les dossiers de leur découverte, sentant que cette femme portait en elle une urgence qui transcendait la simple curiosité scientifique. Était le premier pas concret, une lueur ténue dans l'obscurité d'un passé figé. Après cette première avancée, Léa se tourna vers une figure clé du passé, l'inspecteur Bernard. Retraité, le détective vivait désormais une vie paisible, mais le poids de l'affaire non résolue des gardes forestiers avait toujours été une épine dans son pied, une tache sombre sur sa carrière. Lorsque Léa le contacta, évoquant l'arbre pétrifié et le fragment d'uniforme, une étincelle de son ancien zèle se ralluma dans ses yeux fatigués. Initialement sceptique quant à la possibilité de rouvrir un dossier classé depuis si longtemps, il fut touché par la passion et la douleur de Léa. Il se rappela les pressions politiques qui avaient écourté son enquête à Halle, époque, les questions restaient sans réponse. Léa, avec sa ténacité, le convainquit que cette nouvelle preuve, aussi improbable soit-elle, méritait d'être explorée, offrant une chance de rédemption pour eux deux. Leur première rencontre eut lieu dans un café discret, l'odeur du café fort se mêlant à l'amertume des souvenirs. Sur la table, Bernard avait étalé les maigres dossiers de 1995. Rapport de police succinct, témoignages fragmentaires, et la conclusion officielle accablante de « mort accidentelle due à l'incendie ». Léa, les yeux rivés sur ces documents jaunis, sentit une colère froide monter en elle. L'inspecteur pointa du doigt des incohérences mineures, des pistes inexplorées, des zones du parc qui n'avaient jamais été fouillées correctement en raison de la chaleur intense et de la dangerosité du terrain. « On nous a dit de clore le dossier », murmura Bernard, sa voix lourde de regret. La priorité était de maîtriser le brasier, pas de chercher des fantômes. Mais je n'ai jamais été tranquille avec ça. Le cœur de leur nouvelle enquête reposait sur l'arbre pétrifié lui-même. Le professeur Renard, intrigué par la détermination de Léa et la singularité de la découverte, avait conservé des échantillons et des photographies détaillées. Léa et Bernard comprirent que cet arbre N n'était pas un simple témoin, mais une scène de crime figée dans le temps. Ils décidèrent de demander une analyse médico-légale avancée, allant au-delà de la simple géologie. L'objectif était clair. Sonder chaque fibre, chaque strate, chaque cavité de ce monument de pierre, pour y déceler les micro-preuves que l'incendie et le temps n'avaient pas pu effacer. Était leur meilleure chance de comprendre les circonstances exactes de la disparition d'Antoine et Julien, de donner enfin une voix à cette pierre silencieuse. Les échantillons de l'arbre furent envoyés à un laboratoire spécialisé en sciences forensiques et géologiques, équipé des technologies les plus pointues. Des micro-CT scans révélèrent la structure interne avec une précision inégalée, tandis que des analyses chimiques cherchaient toute substance étrangère. Les experts travaillèrent avec une minutie extrême, sachant que chaque millimètre de roche pouvait contenir un indice crucial. La tension était palpable. Chaque jour d'attente était une éternité pour Léa, qui revivait les 30 années d'incertitude. Bernard, lui, scrutait les emails, espérant que la science apporterait enfin les réponses que la précipitation de 1995 avait niées, conscient que cette fois, l'arbre était leur seul et unique espoir. Les premiers résultats tombèrent, et ils furent stupéfiants. Non seulement l'analyse confirma la présence de microfragments organiques compatibles avec des tissus humains, un choc émotionnel pour Léa, une confirmation macabre, mais un détail glaça le sang des enquêteurs. Au fond d'une cavité, près de l'endroit où le fragment d'uniforme avait été trouvé, les scanners révélèrent une fine couche de résidus métalliques, non naturels, et des traces d'un accélérant de feu, anormalement concentré à cet endroit précis. Ce N n'était pas une simple coïncidence géologique. Était une marque, une signature, suggérant une intervention humaine violente. Le cœur de Léa rata un battement. La vérité, effrayante et insoutenable, commençait à émerger des profondeurs de la pierre.
La révélation frappa Léa et Bernard comme un coup de poing. Ce N était donc pas un accident. Les gardes forestiers n'avaient pas été simplement emportés par les flammes. Ils avaient été attaqués. Ce résidu métallique, ces traces d'accélérant, était la preuve irréfutable que quelqu'un d'autre était présent, que le feu avait servi de couverture. Léa sentit une vague de nausée, mêlée à une rage brûlante. Son père, N, était pas mort d'une fatalité. Il avait été assassiné. Bernard, le visage blême, réalisa l'ampleur de l'erreur commise en 1995. Cette découverte ne rouvrait pas seulement un dossier, elle le transformait en une enquête criminelle de grande envergure, bien plus sombre que tout ce qu'il avait pu imaginer. Un crime prémédité et dissimulé avec une cruauté glaçante. Mais qui était cette tierce partie? Quel était ce métal étrange? Et pourquoi avait-il été incrusté si profondément dans l'arbre pétrifié, aux côtés des vestiges des gardes forestiers? L'accélérant de feu indiquait une intention criminelle, une orchestration. L'arbre, ce témoin silencieux, avait conservé non seulement la tragédie, mais aussi les marques de l'agression, défiant l'oubli. Cette découverte, loin de clore le mystère, épaississait, le rendant plus sinistre et complexe. Léa et Bernard savaient qu'ils venaient de gratter la surface d'une vérité effroyable, mais ce qu'ils découvriraient ensuite allait changer tout ce qu'ils croyaient savoir. Que cachait donc ce résidu, et qui était assez puissant pour étouffer une telle affaire pendant des décennies? *** 5. Avanzo investigativo e escalada do conflitto ***. L'analyse approfondie du résidu métallique découvert dans l'arbre pétrifié révéla une composition étonnante, des traces d'un alliage de cuivre et de zinc, habituellement utilisés dans certains types de munitions de chasse de gros calibre, ainsi que des micro-fragments de plomb. Cette découverte, combinée aux traces anormalement concentrées d'accélérants de feu, fit basculer l'affaire de la simple présomption d'accident à celle d'un crime prémédité. Les experts confirmèrent que ces éléments ne pouvaient en aucun cas être le résultat d'une formation géologique naturelle, ou d'un simple incendie. Léa, face à ce rapport technique glaçant, sentit une rage froide l'envahir. Son père n'avait pas été une victime du destin. Il avait été la cible d'une violence calculée, et l'arbre, ce témoin silencieux, détenait les preuves irréfutables d'une agression brutale et d'une tentative d'effacement macabre. La quête de vérité prenait une tournure bien plus sombre et dangereuse. Fort de ces nouvelles informations, l'inspecteur Bernard, avec une détermination rajeunie, se plongea dans les archives de 1995, cherchant des détails qui auraient pu être négligés ou sciemment occultés. Il s'intéressa particulièrement aux rapports sur l'origine et la propagation de l'incendie dans la zone où l'arbre avait été découvert. Il y trouva des notes marginales, des observations d'un pompier de l'époque, mentionnant une propagation étonnamment rapide et une intensité anormale des flammes à cet endroit précis, des détails jugés insignifiants alors, mais qui, à la lumière des nouvelles preuves, prenaient une toute autre signification. La conclusion officielle de l'époque semblait désormais une façade fragile, construite à la hâte pour masquer une vérité dérangeante, ce qui renforça la conviction de Bernard que des forces puissantes avaient œuvré pour étouffer l'affaire. Guidée par une intuition poignante et les souvenirs de son père, Léa se rappela la méticulosité d'Antoine, son habitude de tout consigner. Elle savait qu'il tenait un journal personnel, non seulement pour le travail, mais aussi pour ses réflexions intimes. Avec l'aide de sa mère, elle entreprit une fouille méthodique de la vieille maison familiale, espérant trouver ce précieux carnet, ou tout autre support d'enregistrement. Chaque tiroir, chaque recoin, chaque livre, fut examiné avec une ferveur presque religieuse. La tâche était émotionnellement épuisante, chaque objet ravivant des souvenirs doux amers. Mais Léa savait que la clé du passé, le testament silencieux de son père, pouvait se trouver n'importe où, attendant d'être découvert pour enfin briser le silence. Après des jours de recherche infructueuses, Léa découvrit un vieux magnétophone à cassette, dissimulé au fond d'un coffre rouillé dans le grenier, aux côtés de vieilles cartes du parc, et d'un couteau de scout rouillé. À l'intérieur, une cassette, étiquetée d'une écriture familière, note, projet forêt. Le cœur battant la chamade, elle inséra la cassette. La voix de son père, claire et posée, remplit la pièce, mais le contenu était déchirant. Antoine y détaillait, avec une précision glaçante, les activités illégales massives de la corporation de Monsieur Dubois. Des coupes d'arbres non autorisées, des déversements de déchets toxiques dans les cours d'eau souterrains, des pots de vin versés à des fonctionnaires locaux. Chaque mot était une balle tirée contre l'empire du magnat, une preuve accablante de sa corruption systémique. Les enregistrements révélaient également la détermination d'Antoine et Julien à dénoncer ces agissements. Ils y parlaient de leur plan de déposer une plainte formelle auprès des autorités supérieures,
avec des preuves irréfutables, collectées sur des mois. Photos datées, coordonnées GPS précises des zones dévastées, analyse de sol et d'eau contaminée. La voix d'Antoine trahissait une anxiété croissante, mentionnant des menaces voilées, et la sensation d'être surveillé. Nous savons que nous marchons sur un terrain miné, disait-il, mais la forêt vaut ce risque. Nous ne reculerons pas. Cette découverte transformait leur disparition d'un simple accident en un acte de représailles prémédité, une exécution pour avoir osé défier les puissants, révélant la véritable ampleur de leur courage et de leur sacrifice. La cassette contenait également les noms de plusieurs complices et intermédiaires de M. Dubois, des figures locales influentes, dont l'implication dans le réseau de corruption était désormais évidente. Ces révélations ouvraient de nouvelles pistes d'enquête pour Bernard, qui comprit que l'affaire dépassait largement les Vosges du Sud. Il s'agissait d'un réseau organisé, protégeant des intérêts financiers colossaux. La pression politique pour clore l'affaire en 1995 prenait tout son sens. Il fallait étouffer, non pas une simple disparition, mais une conspiration de grande envergure. Léa sentit le poids de cette vérité, non seulement comme une fille cherchant la justice pour son père, mais comme un instrument pour démasquer une corruption profonde qui avait gangréné la région pendant des décennies. Fort des enregistrements, Léa et Bernard décidèrent d'approcher Marc, l'ancien collègue et ami proche d'Antoine et Julien, mentionné à plusieurs reprises dans les notes d'Antoine. Marc, un homme marqué par les années et le poids du silence, fut initialement réticent. La peur de représailles, le traumatisme de la disparition de ses amis, l'avaient poussé à se murer dans le silence. Léa, avec une compassion sincère et la preuve des enregistrements, parvint à briser sa carapace. Elle lui expliqua que le temps de la peur était révolu, que la vérité devait éclater pour honorer la mémoire d'Antoine et Julien, et que leur silence avait déjà coûté cher. Marc, les larmes aux yeux, acquiesça, prêt à parler enfin. Marc révéla alors une série de menaces explicites que les gardes forestiers avaient reçues dans les semaines précédant l'incendie. Des hommes, identifiés comme des gros bras liés à Dubois, avaient patrouillé près de leur maison, laissé des messages intimidants sur leurs véhicules de service, et même proféré des avertissements directs dans des lieux publics, leur intimant de cesser leurs investigations. Ils n'avaient pas peur de montrer qu'ils savaient ce qu'Antoine et Julien faisaient, confia Marc, sa voix tremblante. Ils voulaient les faire taire, coûte que coûte. Antoine et Julien ont refusé de plier. Ils étaient trop fiers, trop justes. Ce témoignage confirmait la préméditation du crime, et la nature impitoyable de l'opposition. Le témoignage le plus crucial de Marc fut la révélation d'une réunion secrète. Le jour de l'incendie, Antoine et Julien avaient prévu de rencontrer un informateur clé dans une zone reculée du parc, précisément là où l'arbre pétrifié serait découvert. Cet informateur devait leur livrer des preuves irréfutables, le coup de grâce, contre Dubois. Ils étaient convaincus que ces preuves seraient suffisantes pour faire tomber l'Empire, expliqua Marc, les yeux vides. Ils se sont dirigés vers ce point de rendez-vous, confiants, malgré les menaces. Cette information liait directement le lieu du crime à la tentative de dénonciation, transformant l'incendie en un rideau de fumée parfait pour dissimuler un assassinat, et non un simple accident. À mesure que Léa et Bernard resserraient, étau, M. Dubois commença à réagir. D'abord par des tentatives subtiles d'intimidation, des articles de presse discréditant Léa, des conseils anonymes pour « laisser le passé en paix », des pressions exercées sur les autorités, pour classer l'affaire comme une « folie obsessionnelle ». Puis, les menaces devinrent plus directes. Des tentatives d'effraction au domicile de Léa, des messages menaçants sur son répondeur, et même une tentative de sabotage de la voiture de Bernard. Il était clair que Dubois avait des yeux et des oreilles partout, et qu'il était prêt à tout pour protéger son empire et les secrets qu'il recelait, conscient que la vérité menaçait de faire écrouler tout ce qu'il avait construit. L'enquête révéla alors l'ampleur effrayante de la conspiration. M. Dubois N. n'était pas un loup solitaire. Il était au centre d'un vaste réseau de corruption, impliquant des figures influentes de la politique locale et des services administratifs. L'incendie de 1995 n'avait pas été une simple coïncidence tragique, mais un alibi élaboré, une couverture parfaite pour éliminer Antoine et Julien, qui étaient sur le point de révéler cette toile d'intérêts illicites. L'arbre pétrifié, avec ses secrets gravés dans la pierre, était le premier domino d'une série de révélations qui allait ébranler les fondations de toute une région, exposant une vérité que certains avaient désespérément cherché à dissimuler, mais quel serait le prix de cette justice pour Léa et Bernard? L'analyse approfondie du résidu métallique découvert dans l'arbre pétrifié révéla une composition étonnante.
des traces d'un alliage de cuivre et de zinc, habituellement utilisé dans certains types de munitions de chasse de gros calibre, ainsi que des microfragments de plomb. Cette découverte, combinée aux traces anormalement concentrées d'accélérants de feu, fit basculer l'affaire de la simple présomption d'accident à celle d'un crime prémédité, avec une précision clinique. Les experts confirmèrent que ces éléments ne pouvaient en aucun cas être le résultat d'une formation géologique naturelle, ou d'un simple incendie fortuit. Léa, face à ce rapport technique glaçant, sentit une rage froide l'envahir. Son père n'avait pas été une victime du destin. Il avait été la cible d'une violence calculée, et l'arbre, ce témoin silencieux, détenait les preuves irréfutables d'une agression brutale et d'une tentative d'effacement macabre. La quête de vérité prenait une tournure bien plus sombre et dangereuse, transformant une douleur latente en une soif ardente de justice. Fort de ces nouvelles informations, l'inspecteur Bernard, avec une détermination rajeunie qui balayait les années de retraite, se plongea dans les archives de 1995, cherchant des détails qui auraient pu être négligés ou sciemment occultés par la pression de l'aile, époque. Il s'intéressa particulièrement au rapport sur l'origine et la propagation de l'incendie dans la zone exacte, où l'arbre avait été découvert, une zone étrangement épargnée par les premières fouilles approfondies. Il y trouva des notes marginales, des observations d'un pompier de l'aile époque, mentionnant une propagation étonnamment rapide et une intensité anormale des flammes à cet endroit précis, des détails jugés insignifiants alors, mais qui, à la lumière des nouvelles preuves, prenaient une toute autre signification. La conclusion officielle de l'aile époque semblait désormais une façade fragile, construite à la hâte pour masquer une vérité dérangeante, ce qui renforça la conviction de Bernard que des forces puissantes avaient œuvré pour étouffer l'affaire. Guidée par une intuition poignante et les souvenirs tenaces de son père, Léa se rappela la méticulosité d'Antoine, son habitude quasi maniaque de tout consigner, non seulement les détails de son travail, mais aussi ses réflexions intimes sur le monde qui l'entourait. Elle savait qu'il tenait un journal personnel, un véritable refuge pour ses pensées et ses observations. Avec l'aide précieuse de sa mère, elle entreprit une fouille méthodique et éprouvante de la vieille maison familiale, espérant trouver ce précieux carnet. Ou tout autre support d'enregistrement qui aurait pu échapper aux regards indiscrets. Chaque tiroir poussiéreux, chaque recoin sombre de l'ancien bureau, chaque livre sur les dents, étagère fut examiné avec une ferveur presque religieuse. La tâche était émotionnellement épuisante, chaque objet ravivant des souvenirs doux amers, mais Léa savait que la clé du passé, le testament silencieux de son père, pouvait se trouver n'importe où, attendant être découvert pour enfin briser le silence assourdissant de près de 30 ans. Après des jours de recherches infructueuses, au moment où le découragement commençait à s'installer, Léa découvrit un vieux magnétophone à cassette, dissimulé avec astuce au fond d'un coffre rouillé dans le grenier, sous une pile de drap jauni. À côté des vieilles cartes du parc, un couteau de scout rouillé, et une cassette. Son cœur battant la chamade, elle reconnut la écriture familière de son père sur elle, étiquette, note, projet forêt. D'une main tremblante, elle inséra la cassette dans l'appareil, le cœur serré d'anticipation et d'angoisse. La voix de son père, claire et posée, remplit la pièce. Mais le contenu était déchirant, un murmure du passé qui venait briser le silence. Antoine y détaillait, avec une précision glaçante, les activités illégales massives de la corporation de M. Dubois, chaque mot une révélation terrifiante. Les enregistrements de la cassette révélaient une histoire bien plus sombre que la simple disparition. Antoine y détaillait, avec une précision glaçante, les activités illégales massives de la corporation de M. Dubois, des coupes d'arbres non autorisées dépassant toutes les limites, des déversements de déchets toxiques dans les cours d'eau souterrains qui contaminaient la nappe phréatique, des pots de vin versés à des fonctionnaires locaux et régionaux, pour obtenir des permis frauduleux, et couvrir leurs méfaits. Chaque mot était une balle tirée contre l'empire du magnate, une preuve accablante de sa corruption systémique, et de son mépris total pour l'environnement et la loi. Les gardes forestiers avaient accumulé des preuves irréfutables, transformant leur ronde quotidienne en une mission de renseignement périlleuse, et transformant cette découverte en une bombe à retardement. Les enregistrements révélaient également la détermination inébranlable d'Antoine et Julien à dénoncer ces agissements, coûte que coûte. Ils y parlaient de leur plan audacieux de déposer une plainte formelle auprès des autorités supérieures, avec des preuves irréfutables collectées sur des mois. Photos datées des zones dévastées, coordonnées GPS précises des coupes illégales, analyse de sol et d'eau contaminée, montrant des niveaux alarmants de toxicité.
La voix d'Antoine trahissait une anxiété croissante, mentionnant des menaces voilées, et la sensation d'être surveillé de près. Nous savons que nous marchons sur un terrain miné, disait-il, sa voix empreinte de gravité, mais la forêt vaut ce risque, nous ne reculerons pas. Cette découverte transformait leur disparition d'un simple accident en un acte de représailles prémédité, une exécution pour avoir osé défier les puissants, révélant la véritable ampleur de leur courage et de leur sacrifice ultime. La cassette contenait également les noms de plusieurs complices et intermédiaires de M. Dubois, des figures locales influentes dont l'implication dans le réseau de corruption était désormais évidente et troublante. Des noms de fonctionnaires, d'entrepreneurs et même de certains élus locaux étaient prononcés, tissant une toile complexe d'intérêts illicites. Ces révélations ouvraient de nouvelles pistes d'enquête cruciales pour Bernard, qui comprit alors que l'affaire dépassait largement les Vosges du Sud et les simples activités de Dubois. Il s'agissait d'un réseau organisé, protégeant des intérêts financiers colossaux, et capable d'influencer les plus hautes sphères. La pression politique pour clore l'affaire en 1995 prenait tout son sens. Il fallait étouffer, non pas une simple disparition, mais une conspiration de grande envergure, qui menaçait de faire, écrouler des carrières et des fortunes. Léa sentit le poids de cette vérité, non seulement comme une fille cherchant la justice pour son père, mais comme un instrument pour démasquer une corruption profonde qui avait gangréné la région pendant des décennies. Fort des enregistrements désormais irréfutables, Léa et Bernard décidèrent d'approcher Marc, l'ancien collègue et ami proche d'Antoine et Julien, mentionné à plusieurs reprises dans les notes d'Antoine comme un confident fiable. Marc, un homme marqué par les années et le poids du silence, fut initialement réticent à parler. La peur de représailles, le traumatisme profond de la disparition de ses amis, et la menace latente des hommes de Dubois, l'avaient poussé à se murer dans le silence pendant des années, vivant dans la crainte constante. Léa, avec une compassion sincère et la preuve accablante des enregistrements de son père, parvint à briser sa carapace de peur et de douleur. Elle lui expliqua que le temps de la peur était révolu, que la vérité devait éclater pour honorer la mémoire d'Antoine et Julien, et que leur silence avait déjà coûté cher. Marc, les larmes aux yeux, acquiesça, enfin prêt à parler, et à libérer le poids qu'il portait. Marc révéla alors une série de menaces explicites et glaçantes que les gardes forestiers avaient reçues dans les semaines précédant l'incendie dévastateur. Des hommes, identifiés comme des gros bras liés directement à M. Dubois, avaient patrouillé ostensiblement près de leur maison, laissé des messages intimidants gravés sur leurs véhicules de service, et même proféré des avertissements directs dans des lieux publics, leur intimant de cesser immédiatement leurs investigations sous peine de graves conséquences. Ils n'avaient pas peur de montrer qu'ils savaient exactement ce qu'Antoine et Julien faisaient, confia Marc, sa voix tremblante de souvenir, ils voulaient les faire taire, coûte que coûte. Antoine et Julien ont refusé de plier. Ils étaient trop fiers, trop justes pour se laisser intimider par la corruption. Ce témoignage accablant confirmait la préméditation du crime, et la nature impitoyable de l'opposition à laquelle les gardes avaient fait face. Le témoignage le plus crucial, et le plus déchirant de Marc, fut la révélation d'une réunion secrète. Le jour même de l'incendie, Antoine et Julien avaient prévu de rencontrer un informateur clé dans une zone reculée du parc, précisément là où l'arbre pétrifié serait découvert, un lieu qui, à l'époque, semblait sécurisé et discret. Cet informateur devait leur livrer des preuves irréfutables, le coup de grâce, qui scellerait le dossier contre M. Dubois et son réseau de corruption. Ils étaient absolument convaincus que ces preuves seraient suffisantes pour faire tomber l'empire de Dubois une fois pour toutes, expliqua Marc, les yeux vides, fixant un point lointain. Ils se sont dirigés vers ce point de rendez-vous, confiants, malgré les menaces grandissantes. Cette information liait directement le lieu du crime à la tentative de dénonciation, transformant l'incendie en un rideau de fumée parfait pour dissimuler un assassinat brutal, et non un simple accident tragique. À mesure que Léa et Bernard resserraient étau, les conséquences ne se firent pas attendre. M. Dubois, sentant le danger se rapprocher de son empire, commença à réagir avec une fureur contenue. D'abord par des tentatives subtiles d'intimidation. Des articles de presse discréditant Léa, la présentant comme une femme obsessionnelle et instable. Des conseils anonymes pour laisser le passé en paix. Des pressions exercées sur les autorités pour classer l'affaire comme une folie obsessionnelle sans fondement. Puis, les menaces devinrent plus directes et plus violentes. Des tentatives d'effraction au domicile de Léa, des messages menaçants et des bruits étranges sur son répondeur, et même une tentative de sabotage de la voiture de Bernard, dont les freins avaient été mystérieusement altérés. Il était clair que Dubois avait des yeux et des oreilles partout, qu'il était prêt à tout, absolument tout,
pour protéger son empire et les secrets qu'il recelait, conscient que la vérité menaçait de faire souge, écrouler tout ce qu'il avait construit. Mais jusqu'où irait-il pour étouffer la vérité cette fois-ci? Elle, et tout se resserrait autour de M. Dubois, et l'homme d'affaires, jadis si serein dans son impunité, commençait à montrer des signes de panique. Les tentatives d'intimidation étaient transformées en menaces ouvertes, puis en actes de violence. La voiture de Bernard avait été retrouvée avec des pneus crevés et des traces d'effraction. Et Léa avait reçu des appels anonymes glaçants, des murmures à peine audibles, qui promettaient des conséquences funestes, si elle ne laissait pas le passé dormir. La tension était palpable, lourde comme l'air avant un orage était dans les Vosges. Léa sentait le danger l'envelopper, une angoisse froide qui lui serrait la gorge, mais cette peur se mêlait à une détermination inébranlable. Elle savait qu'elle approchait de la vérité, et que Dubois, comme un animal acculé, était prêt à tout pour protéger son empire de mensonges et de crimes, et il n'hésiterait pas à frapper fort. Face à cette escalade, Léa et Bernard comprirent qu'ils ne pouvaient plus simplement enquêter dans l'ombre. Ils devaient forcer la main de Dubois. Armés des enregistrements d'Antoine, des analyses de l'arbre pétrifié et du témoignage de Marc, ils mirent au point un plan risqué. Ils décidèrent de fuiter une information clé à un journaliste local réputé pour son intégrité. Un article savamment dosé qui, sans révéler toute l'étendue de leurs preuves, laisserait entendre que l'affaire des gardes forestiers était sur le point d'être rouverte avec des éléments choquants. Le but était de provoquer une réaction, de faire sortir Dubois de sa tanière, de le pousser à commettre une erreur irréparable, tout en sachant que cette manœuvre pouvait les mettre en danger de mort. L'attente fut insoutenable, chaque minute semblant étirée à l'infini dans le silence oppressant de leur vie. La réaction de Dubois ne se fit pas attendre, et elle fut d'une brutalité glaciale. Quelques jours après la publication de l'article, au crépuscule, alors que Léa rentrait chez elle, une voiture sombre aux vitres teintées la suivit discrètement. Le cœur battant la chamade, elle accéléra, les mains moites sur le volant, sentant l'adrénaline monter en flèche. Ce était plus de l'intimidation, mais une poursuite directe. Elle bifurqua brusquement vers une petite route de campagne bordée d'arbres, espérant semer ses poursuivants. Le vrombissement du moteur derrière elle se fit plus intense, le crissement des pneus sur le gravier résonnant dans le silence de la forêt. Le danger était palpable, une odeur de gomme brûlée se mêlant à l'arôme des pins, la faisant frissonner d'effroi. Elle savait qu'elle était seule, livrée à elle-même face à des hommes sans scrupules. Au même moment, Bernard fut confronté à une situation similaire. Alors qu'il examinait des documents dans son bureau à domicile, une vitre vola en éclats, suivie de l'intrusion de deux hommes masqués. Le vieil inspecteur, bien que retraité, n'avait rien perdu de ses réflexes. Une lutte s'engagea, rapide et violente. Bernard parvint à se défendre, utilisant la surprise et sa connaissance des lieux à son avantage. Mais il fut blessé, une coupure profonde au bras. Les hommes, surpris par sa résistance inattendue, et l'arrivée inopinée d'un voisin alerté par le bruit, prirent la fuite, mais non sans laisser un message clair: laissez tomber, ou la prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance. L'air était saturé de l'odeur âcre de la peur et de la détermination. Léa, après une course-poursuite haletante, parvint à se réfugier dans une zone reculée du parc, ironiquement non loin du fameux arbre pétrifié, comme si le destin les y ramenait. Ses poursuivants, visiblement frustrés par sa ténacité, finirent par abandonner, leurs phares disparaissant au loin. Tremblante, le souffle court, Léa s'effondra sur un tronc tombé, le cœur cognant si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. La forêt, habituellement si apaisante, semblait soudain menaçante, chaque ombre, chaque craquement de branches, un rappel du danger qui planait. Elle regarda l'arbre de pierre, silencieux et imposant, se demandant s'il avait été témoin de la même terreur, 30 ans auparavant. La nuit était tombée, enveloppant le parc d'un manteau d'encre. Après avoir rejoint Bernard, leurs expériences respectives confirmèrent leurs craintes. Dubois était aux abois, mais il ne reculerait devant rien. Ils avaient les preuves de ses méfaits, les noms de ses complices, le témoignage de Marc. Mais il manquait un élément crucial pour faire tomber tout le réseau. La preuve physique qui lierait directement Dubois à la mort des gardes forestiers, au-delà de la seule intention criminelle suggérée par les munitions et l'accélérant. Ce qu'Antoine et Julien devaient recevoir de leur informateur. L'identité et le sort de cet informateur restaient un mystère. Une pièce manquante d'un puzzle macabre, mais Léa sentait au plus profond d'elle-même que la clé de tout se trouvait là, dans ce passé lointain et douloureux. En réécoutant les enregistrements d'Antoine, Léa se concentra sur chaque mot, chaque intonation, cherchant un indice oublié concernant l'informateur. Une phrase en particulier attira son attention.
il a promis de nous laisser une clé, près de l'endroit où nous avons découvert les premières coupes illégales massives, là où le jeune pin a poussé de travers. Ce détail, si anodin à l'époque, résonna avec une force nouvelle. Le jeune pin poussé de travers était un repère connu des gardes forestiers, un lieu qu'Antoine avait souvent mentionné dans son journal, non loin de l'arbre pétrifié. Était un message codé, une dernière tentative désespérée de communication, une bouteille jetée à la mer des années de silence. Léa et Bernard se rendirent immédiatement sur les lieux, la lumière de leur lampe de poche, perçant l'obscurité de la forêt. Le silence était total, seulement brisé par le frottement de leurs pas sur le tapis d'aiguilles de pin. Ils trouvèrent le pin tordu, sa silhouette étrange se découpant contre la lune. En fouillant méticuleusement la terre humide à sa base, leurs doigts rencontrèrent un objet froid et dur. Était une petite boîte métallique, rouillée, presque engloutie par la terre. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu imperméable, se trouvait un vieux dictaphone, et à côté, un petit livret manuscrit, dont la couverture portait les armoiries du parc national. Était l'héritage de l'informateur, son testament silencieux, enfin révélé par le destin. Le contenu du livret et du dictaphone fut une révélation fracassante. L'informateur, un ancien employé de Dubois écœuré par la corruption, y détaillait non seulement les activités illégales de la corporation, mais surtout, il révélait l'existence d'un fonds secret colossal, alimenté par les bénéfices de la déforestation illégale et des déversements toxiques, destinés à corrompre des officiels haut placés au niveau régional et national. Le livret contenait des noms, des dates, des montants, et des preuves de transfert bancaire. Mais le choc fut de découvrir que M. Dubois était qu'un maillon de la chaîne, un exécutant. La véritable tête pensante était un consortium d'investisseurs internationaux, des figures intouchables, agissant dans l'ombre, utilisant Dubois comme façade, transformant le parc en une source de profit illicite sans scrupule. La révélation glaça le sang de Léa. La conspiration était bien plus vaste, plus insidieuse qu'elle ne l'avait imaginé. Ce N était pas seulement un magnat local corrompu, mais un réseau tentaculaire, aux ramifications internationales, capable d'étouffer une enquête pendant 30 ans, de faire disparaître des hommes, sans laisser de traces. L'incendie de 1995 n'avait pas été un simple alibi, mais une opération soigneusement planifiée pour éliminer 2 gardes forestiers qui avaient eu le malheur de découvrir l'ampleur de cette corruption. Le livret détaillait comment les flammes avaient été délibérément attisées à des points stratégiques pour encercler Antoine et Julien, piégés entre le feu et les hommes de Dubois. Léa sentit une vague de nausée la submerger, les larmes coulant sur ses joues, non pas de tristesse, mais d'une rage impuissante, et d'une douleur profonde. Son père et Julien n'avaient eu aucune chance. Ils étaient morts en héros, en martyrs d'une cause bien plus grande qu'eux, sacrifiés sur l'autel de l'avidité. Leurs voix, leurs espoirs, leurs peurs, tout était là, dans ce livret, dans ces enregistrements, le testament d'une vie de dévouement brutalement interrompue. Le poids de cette vérité était écrasant, mais il était aussi libérateur. L'incertitude était enfin levée, remplacée par une certitude douloureuse mais nécessaire. Elle avait enfin la réponse à la question qui la hantait depuis l'enfance. Bernard, le visage marqué par l'horreur des révélations, serra le livret dans sa main. Ses yeux, habituellement fatigués, brillaient d'une nouvelle flamme, celle de la justice. Cette affaire, qui avait pesé sur sa conscience pendant des décennies, était désormais une mission. Il ne s'agissait plus seulement de venger Antoine et Julien, mais de démanteler un réseau criminel qui avait opéré en toute impunité, gangrenant les institutions et détruisant la nature pour le profit. Le temps des compromis était révolu. Il jura à Léa et aux mémoires des gardes forestiers qu'il ne s'arrêterait pas avant que chaque personne impliquée ne soit traduite en justice, peu importe leur pouvoir ou leur influence. Ils avaient enfin la vérité, la preuve irréfutable, mais cette vérité était une arme à double tranchant. Elle les mettait face à un ennemi bien plus puissant que le simple Monsieur Dubois, un ennemi dont les tentacules étendaient bien au-delà des Vosges du Sud. Comment allait-il faire tomber un consortium international, protégé par des figures influentes? Le chemin vers la justice serait long et semé d'embûches, mais Léa et Bernard étaient plus déterminés que jamais, unis par cette quête de vérité. Le véritable combat ne faisait que commencer, mais l'arbre pétrifié avait enfin livré son plus sombre secret, et ce qu'il découvrirait ensuite allait ébranler les fondations de cette vieille affaire, exposant une vérité que certains avaient désespérément cherché à dissimuler. Astérisque et astérisque 7. Résolution astérisque et astérisque.
La vérité, aussi déchirante soit-elle, avait enfin éclaté. Le livret et le dictaphone de l'informateur, ces objets usés par le temps et l'humidité, contenaient les détails glaçants d'une conspiration d'une ampleur insoupçonnée, bien au-delà des seuls agissements de M. Dubois. Léa serrait le dictaphone contre sa poitrine, le poids de chaque mot prononcé par l'informateur anonyme résonnant dans ses entrailles. Son père et Julien N. étaient pas morts accidentellement. Ils avaient été piégés, assassinés pour avoir osé dénoncer un réseau de corruption internationale, dont les ramifications étendaient des Vosges du Sud aux plus hautes sphères financières et politiques. La douleur était immense, mais elle était désormais mêlée à une certitude implacable. L'heure de la justice avait sonné, et elle ne reculerait devant rien pour l'obtenir, peu importe le prix. Face à l'ampleur des révélations, Léa et Bernard savaient qu'ils ne pouvaient plus agir seuls. Ils contactèrent discrètement le procureur général de la région, une femme réputée pour son intégrité inébranlable et son indépendance. Dans le silence solennel de son bureau, ils lui présentèrent le dossier complet, les analyses médico-légales de l'arbre pétrifié, révélant les traces de munitions et d'accélérants de feu, les enregistrements poignants d'Antoine détaillant les activités illégales de Dubois, le témoignage désormais courageux de Marc, et enfin la clé de l'informateur, le livret et le dictaphone, véritable testament de la corruption systémique. La procureure écouta, le visage grave, ses yeux ne quittant pas les preuves accablantes, saisie par la brutalité et la préméditation du crime qui avait été dissimulé si longtemps. La procureure, choquée par la solidité des preuves et l'ampleur de la conspiration, lança immédiatement une enquête conjointe avec la police judiciaire, et une unité spécialisée dans la lutte contre la grande criminalité financière. L'affaire, restée en sommeil pendant près de 30 ans, fut rouverte sous haute protection, consciente des puissants intérêts en jeu. Les premières cibles furent les complices de M. Dubois, nommés dans le livret de l'informateur, des fonctionnaires locaux corrompus, des entrepreneurs véreux ayant bénéficié des coupes illégales, et des intermédiaires qui avaient facilité les transferts de fonds. Chaque arrestation fut menée avec la plus grande discrétion, mais le murmure de la vérité commençait à se propager, menaçant de faire écrouler des empires entiers bâtis sur la fraude et le sang. M. Dubois, l'antagoniste principal, fut le premier à tomber. Pris au dépourvu par la rapidité et la discrétion de l'opération, il fut arrêté à son domicile de Strasbourg, un matin d'octobre 2024, alors qu'il s'apprêtait à partir pour son bureau, son visage affichant un mélange de stupeur et de fureur contenue. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements d'Antoine prouvaient sa culpabilité dans la déforestation illégale et la corruption, tandis que les analyses de l'arbre et le témoignage de Marc liaient directement ces hommes à la disparition des gardes forestiers, l'incendie ayant servi de couverture. Son arrestation fit l'effet d'une bombe dans le monde des affaires et de la politique locale, marquant le début d'une onde de choc qui allait secouer toute la région, et au-delà, prouvant que même les plus puissants pouvaient être atteints par la justice, même après des décennies. Le procès de M. Dubois, qui débuta quelques mois plus tard, fut un événement médiatique majeur, captivant l'attention du pays entier. Léa, présente à chaque audience, était le visage de la justice, sa dignité et sa résilience forçant l'admiration. Le témoignage du professeur Renard sur l'arbre pétrifié, celui de Marc sur les menaces, et surtout, les voix d'Antoine et Julien, issues des enregistrements du dictaphone, furent des moments poignants et accablants. Les preuves médico-légales, irréfutables, démontrèrent la préméditation et la brutalité des assassinats, révélant comment Antoine et Julien avaient été piégés par les flammes et les hommes de Dubois. Le 15 juin 2025, après des semaines de débats intenses, M. Dubois fut reconnu coupable de complicité d'assassinat et de crimes environnementaux, condamné à la peine maximale, un verdict retentissant qui fit jurisprudence. L'arrestation et la condamnation de Dubois furent les premiers dominos d'une série de révélations. Le livret de l'informateur, devenu une pièce à conviction centrale, permit aux enquêteurs de remonter la piste du consortium international d'investisseurs. Des noms de personnalités influentes, de politiciens et de financiers basés à Paris, Londres et Genève, furent révélés, exposant un réseau tentaculaire qui avait blanchi des milliards d'euros issus de l'exploitation illégale des ressources naturelles à travers l'Europe. Les mandats d'arrêt internationaux furent émis, des comptes bancaires gelés, et des perquisitions menées simultanément dans plusieurs pays. L'affaire des Vosges du Sud était qu'une petite partie d'un gigantesque puzzle, mais elle avait été la clé qui avait permis de le démanteler, grâce à la persévérance d'une fille et à la mémoire figée d'un arbre. Les conséquences furent massives, et se firent sentir à tous les niveaux. Plusieurs hauts fonctionnaires et élus locaux furent contraints de démissionner, certains arrêtés et jugés pour corruption, et entrave à la justice.
des entreprises liées au consortium furent mises sous scellé, leurs actifs confisqués. Le parc national des Vosges du Sud, jadis silencieux témoin de la tragédie et de la corruption, devint le symbole d'une victoire de la nature et de la justice. Des fonds furent alloués pour la restauration des zones dévastées par les coupes illégales et les déversements toxiques, et de nouvelles lois de protection de l'environnement furent votées, plus strictes et mieux appliquées, assurant que de telles atrocités ne puissent plus jamais se reproduire impunément, un véritable héritage pour les générations futures. Pour Léa, la résolution de l'affaire fut un mélange complexe d'émotions. La douleur de la perte de son père restait, mais elle était désormais apaisée par la certitude de la vérité et la satisfaction de la justice rendue. Elle visita le lieu de la découverte de l'arbre pétrifié, désormais un site protégé et un lieu de mémoire. Elle y déposa une petite plaque commémorative, en l'honneur d'Antoine et Julien, des hommes qui avaient sacrifié leur vie pour protéger ce qu'ils aimaient. Les larmes, cette fois, étaient celles de la libération, non plus celles de l'incertitude. Elle avait tenu sa promesse, honoré la mémoire de son père, et enfin, elle pouvait commencer son propre processus de deuil, sachant qu'il n'était pas mort en vain, mais en héros. L'histoire d'Antoine et Julien, longtemps enfouie sous les cendres de l'oubli et les mensonges, fut enfin racontée dans toute sa vérité. Ils furent reconnus comme des martyrs de la protection environnementale, leur courage et leur sacrifice salués par la nation. Des documentaires furent réalisés, des livres écrits, et leur nom fut gravé dans la mémoire collective comme des symboles de la résistance face à la corruption et à l'avidité. L'arbre pétrifié, ce témoin silencieux qui avait gardé leur secret pendant des décennies, devint un monument naturel, attirant des visiteurs du monde entier, non pas seulement pour sa curiosité géologique, mais pour l'histoire humaine et environnementale qu'il incarnait, un rappel permanent du prix de la vérité et de la justice. Le parc national des Vosges du Sud, purifié de ses tourments passés, retrouva sa sérénité. Les zones touchées par la déforestation illégale et la pollution commencèrent lentement à guérir, la nature reprenant ses droits, assistée par des programmes de reboisement et de dépollution intensifs. Les gardes forestiers, désormais mieux protégés et soutenus par des autorités intègres, continuèrent leur mission avec une fierté renouvelée, inspirée par l'héritage de leurs prédécesseurs. L'affaire Dubois devint une étude de cas dans les écoles de droit et les universités, un exemple frappant de la manière dont la persévérance et la science peuvent démasquer des crimes, même les plus complexes et les plus anciens, offrant une lueur d'espoir pour l'avenir de la justice environnementale et de la gouvernance. Léa, ayant accompli sa quête, trouva une nouvelle voie. Elle s'engagea activement dans la protection de l'environnement, devenant une voix influente pour la justice et la transparence. Elle utilisa son histoire personnelle pour sensibiliser le public aux dangers de la corruption et à l'importance de protéger les ressources naturelles, inspirant des milliers de personnes à s'impliquer. Son parcours, de la douleur de l'incertitude à la victoire de la vérité, devint un témoignage puissant de la résilience humaine et de la force de l'amour filial, transformant une tragédie personnelle en un catalyseur de changement positif et durable, prouvant que même après des décennies, la vérité finit toujours par triompher, même face aux plus sombres machinations. La cicatrice de 1995 sur le paysage des Vosges du Sud, autrefois un rappel de désolation et de mystère, devint un symbole de renaissance et de résilience. L'arbre pétrifié se dresse toujours, silencieux et imposant, mais son silence n'est plus celui du secret, mais celui d'une vérité révélée, un gardien éternel des sacrifices passés et des victoires futures. Il rappelle à tous que la nature, même figée dans la pierre, peut murmurer des histoires, et que le temps, loin d'effacer les traces, peut parfois les préserver avec une précision macabre, attendant patiemment le moment propice pour les livrer au grand jour, défiant l'oubli et le pouvoir des hommes corrompus. Un monument de pierre à la justice, et à la mémoire éternelle d'Antoine et Julien. L'affaire des gardes forestiers des Vosges du Sud, classée comme un accident tragique, avait finalement révélé son vrai visage, celui d'un assassinat orchestré pour étouffer une vérité dérangeante. L'arbre pétrifié, ce monument de pierre inattendu, avait été la clé, le témoin silencieux qui, contre toute attente, avait conservé les preuves nécessaires pour démasquer une conspiration de grande envergure. Grâce à la ténacité de Léa et à la science, la justice avait triomphé, apportant enfin la paix aux familles et honorant la mémoire d'Antoine et Julien, dont le sacrifice avait mis en lumière un réseau criminel international. L'affaire des gardes forestiers des Vosges du Sud, longtemps reléguée aux oubliettes de l'histoire et enveloppée dans le voile trompeur d'une tragédie naturelle, avait finalement révélé son vrai visage, bien plus sombre et glaçant. Ce n'était pas un simple accident dévastateur, mais un assassinat prémédité,
orchestrés avec une précision diabolique, pour étouffer une vérité dérangeante. L'arbre pétrifié, ce monument de pierre inattendu surgi du passé, avait été la clé de cette énigme, le témoin silencieux qui, contre toute attente et défiant les lois de la nature, avait conservé entre ses fibres minéralisées, les preuves irréfutables nécessaires pour démasquer une conspiration d'une ampleur insoupçonnée. Sa découverte fortuite en 2004, 20 ans avant la résolution finale, avait été le premier murmure d'une justice en sommeil, le signe avant-coureur que le temps n'efface pas toujours les crimes, mais les préserve parfois avec une fidélité macabre, attendant patiemment le moment propice pour les livrer au grand jour. Grâce à la ténacité inébranlable de Léa, animée par l'amour filial et une soif inextinguible de vérité, et à l'expertise scientifique minutieuse qui avait su décrypter les secrets gravés dans la pierre de l'arbre, la justice avait enfin triomphé. Le combat fut long, semé d'embûches et de dangers, mais Léa, cette jeune femme transformée par la douleur en une force implacable, n'avait jamais reculé. Elle avait affronté les menaces, déterré les secrets les plus sombres, et donné une voix à ceux qui avaient été réduits au silence par la corruption et l'avidité. Sa quête personnelle, initialement motivée par le désir de connaître le sort de son père, avait transcendé sa propre souffrance pour devenir un symbole de résilience et de courage, prouvant que même face aux puissants et aux réseaux les plus insidieux, la lumière de la vérité finit toujours par percer l'obscurité, apportant enfin une forme de paix aux familles tourmentées par des décennies d'incertitude et de deuil inachevé. Antoine et Julien, les deux gardes forestiers dont la disparition avait marqué les esprits en 1995, ne seraient plus jamais considérés comme de simples victimes d'une catastrophe naturelle. Leur sacrifice avait pris tout son sens, leur mémoire étant désormais honorée comme celle de véritables héros, des martyrs de la protection environnementale, dont le dévouement à la nature avait coûté le prix ultime. Leurs noms, jadis synonymes de tragédie inexpliquée, furent gravés dans la mémoire collective, comme des symboles de la résistance face à la corruption et à l'avidité sans bornes. Des documentaires furent réalisés pour raconter leur histoire, des livres écrits pour immortaliser leur combat, et leur courage inspira une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement, rappelant à tous que la nature a ses propres gardiens, prêts à donner leur vie pour la préserver des forces destructrices de l'homme, un héritage qui transcendait le temps et les générations. L'affaire des Vosges du Sud, initialement perçue comme un drame local, était révélée être la pointe de l'iceberg d'un réseau criminel international, dont les tentacules étendaient bien au-delà des frontières françaises. Le démantèlement de ce consortium d'investisseurs, initié par les preuves issues de l'arbre et des enregistrements d'Antoine, envoya un message clair à tous ceux qui pensaient pouvoir agir en toute impunité. Des figures influentes, des politiciens et des financiers basés dans les capitales européennes, furent confrontés à la justice, leurs empires bâtis sur la fraude et la destruction écologique s'effondrant sous le poids des preuves. Cette victoire judiciaire, retentissante et sans précédent, démontra la capacité de la justice à atteindre les plus hauts niveaux de pouvoir, même après des décennies, redonnant espoir à ceux qui luttent pour un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement, un véritable tournant dans la lutte contre la criminalité transnationale. Le parc national des Vosges du Sud, purifié des tourments de son passé sombre, retrouva progressivement sa sérénité et sa splendeur originelle. Les zones dévastées par les coupes illégales et les déversements toxiques, autrefois symboles de la cupidité humaine, commencèrent lentement à guérir, la nature reprenant ses droits avec une vitalité surprenante. Des programmes de reboisement intensif furent mis en place, financés par les fonds confisqués aux coupables, et des efforts de dépollution massifs furent entrepris pour restaurer la biodiversité locale. L'affaire Dubois devint une étude de cas emblématique dans les écoles de droit et les universités, un exemple frappant de la manière dont la persévérance d'une seule personne, couplée à la puissance de la science et du droit, peut démasquer des crimes, même les plus complexes et les plus anciens, offrant une lueur d'espoir pour l'avenir de la justice environnementale et de la gouvernance éthique, un modèle pour les générations à venir. L'arbre pétrifié, ce géant minéral qui avait gardé un silence macabre pendant des décennies, se dresse toujours au cœur du parc. Sa silhouette noueuse, jadis énigmatique et porteuse d'un secret terrifiant, est devenue un monument naturel, un lieu de mémoire et de réflexion. Il attire des visiteurs du monde entier, non pas seulement pour sa curiosité géologique unique, mais pour l'histoire humaine et environnementale qu'il incarne. Chaque veine, chaque fissure de sa pierre, raconte désormais une histoire de courage, de sacrifice et de vérité révélée. Il est un rappel permanent que la nature, même figée dans le temps, peut murmurer des récits puissants, et que les secrets, même les plus profondément enfouis, finissent par remonter à la surface, défiant l'oubli et le pouvoir des hommes corrompus. Un témoignage silencieux mais éloquent de la justice, qui finit toujours par l'emporter,
peu importe le temps qu'il faut. Pour Léa, la résolution de cette affaire fut bien plus qu'une simple victoire judiciaire. Ce fut une libération personnelle, la fin d'une ère d'incertitude et de douleur. La cicatrice de la perte de son père demeurait, bien sûr, mais elle était désormais apaisée par la certitude de la vérité et la profonde satisfaction de la justice rendue. Elle visita le lieu de la découverte de l'arbre pétrifié, désormais un site protégé et un lieu de recueillement, y déposant une petite plaque commémorative en l'honneur d'Antoine et Julien, des hommes qui avaient sacrifié leur vie pour protéger ce qu'ils aimaient plus que tout. Les larmes, cette fois, haine, étaient plus celles de l'angoisse ou du deuil inachevé, mais celles de la libération, du soulagement et d'une paix retrouvée. Elle avait tenu sa promesse, honoré la mémoire de son père, et enfin, elle pouvait commencer son propre processus de guérison, sachant qu'il, n'était pas mort en vain, mais en héros, ayant laissé un héritage puissant. Ayant accompli sa quête, Léa ne s'arrêta pas là. Forte de son expérience et de la résonance de son histoire, elle trouva une nouvelle voie, s'engageant activement dans la protection de l'environnement, et devenant une voix influente pour la justice et la transparence. Elle utilisa son parcours personnel, de la douleur de l'incertitude à la victoire de la vérité, pour sensibiliser le public aux dangers de la corruption et à l'importance vitale de protéger les ressources naturelles, inspirant des milliers de personnes à s'impliquer dans la cause environnementale. Son histoire, transformée d'une tragédie personnelle en un catalyseur de changements positifs et durables, prouva que même après des décennies, la vérité finit toujours par triompher, même face aux plus sombres machinations, laissant une empreinte indélébile sur la société et les consciences, un véritable héritage pour les générations futures. La cicatrice de 1995 sur le paysage des Vosges du Sud, autrefois un rappel de désolation et de mystère, devint un symbole éclatant de renaissance et de résilience. L'arbre pétrifié se dresse toujours, silencieux et imposant, mais son silence n'est plus celui du secret, mais celui d'une vérité révélée, un gardien éternel des sacrifices passés, et des victoires futures. Il rappelle à tous que la nature, même figée dans la pierre, peut murmurer des histoires, et que le temps, loin d'effacer les traces, peut parfois les préserver, avec une précision macabre, attendant patiemment le moment propice pour les livrer au grand jour, défiant l'oubli et le pouvoir des hommes corrompus, un monument de pierre à la justice et à la mémoire éternelle d'Antoine et Julien. Et cela fut seulement le début de quelque chose de bien plus grand.